Bonjour à tous, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Emric. Au sommaire de ce dernier 101% de l'année, à lire à voir, Pourquoi on est là, avec les amis Médoc et Moguri, et un portrait du scénariste Tom Jubert, un scénariste de jeux vidéo qui a travaillé sur FTL, The Swapper et plus récemment Talos Principle. Ah oui, il n'y aura pas d'oublier de la Playhistoire, les consoles étant déjà parties en vacances. Par contre il y aura des news sur un jeu que j'apprécie particulièrement. Completely invincible to throws on its first frame. I just found that out. Le 13 décembre dernier a eu lieu à San Francisco la finale très attendue du Capcom Pro Tour. Des qualifications pour avaient eu lieu durant toute l'année sur le circuit des tournois et les 16 premiers étaient qualifiés pour la finale. On a retrouvé de grands noms comme Xian, Bonchan, Daego, Ryan Hart, Justin Wong, Infiltration, mais aussi deux Français bien connus de la No Life Street Fighter League, Valmaster et Luffy, le gagnant de l'Evo 2014. La finale prenait place sur Ultra Street Fighter 4 et c'est Momochi qui a remporté le grand prix de 30 000 $. La seconde place a été remportée par Xian et Luffy a quand même obtenu le podium avec la 3e place. Valmaster quant à lui s'est placé 7e ex-aequo avec Fudo. Et le Capcom Pro Tour continuera l'année prochaine. Capcom semble vouloir pousser l'e-sport centré autour de son jeu. Dans le partenariat organisé avec Sony autour de Street Fighter V, une somme de 500 000 $ a été allouée pour l'e-sport autour de ce futur jeu et du Capcom Pro Tour. Bien sûr, nous continuerons de suivre l'actualité de Street Fighter avec aussi la No Life Street Fighter League. Capcom a aussi profité de l'événement pour mettre en ligne le mode Omega, un DLC gratuit qui, pour la faire court, privilégie le fun plutôt que l'équilibre. Oubliez tout ce que vous avez appris depuis Street Fighter 4. Dans ce mode, tous les personnages disposent de nouveaux coups ou d'attaques spéciales aux propriétés différentes. Zangief peut ainsi utiliser sa chope spéciale en plein combo, Ken peut balancer des Hadoken avec ses pieds. Bref, c'est totalement l'anarchie, mais c'est drôle, et cela nous donne une excuse pour ressortir nos sticks arcade. Et comme prévu, Capcom nous a montré un peu plus de Street Fighter V. Devant une foule surexcitée, Mycross et Combo Fiend se sont affrontés lors de quelques matchs de présentation, opposant une nouvelle fois Ryu et Chun-Li. Le jeu étant encore en développement, peu d'infos ont filtré, mais on a pu observer quelques détails sympathiques, comme la barre de super, qui semble changer selon les personnages, et surtout, un bol de nouilles assez collant. Enfin, la démo s'est terminée sur la diffusion d'un nouveau trailer, nous teasant sur le retour d'un personnage que l'on pensait disparu depuis de longues années. Round 1, fight! Vous reprendrez bien un peu de Street Fighter? Toujours lors de la Capcom Cup, l'éditeur a annoncé de nouveaux costumes pour les Palico, ou Félines en VF, ces petits félins qui accompagnent le joueur lors de son aventure. Les boules de poil pourront ainsi enfiler les costumes de Chun-Li et de Blanka en version Street Fighter 2, c'est-à-dire avec tous les bruitages et voix digitalisées de l'époque. Ça a l'air plutôt drôle et on a hâte de voir ce que cela va donner dans le jeu. D'autant que Capcom a déjà annoncé d'autres crossovers avec les univers de Zelda, de Mega Man, d'Animal Crossing et de Metroid. Monster Hunter 4 Ultimate est prévu pour le début de l'année 2015 sur 3DS uniquement. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille à No Life en tant que journaliste. Vous m'avez peut-être déjà vu dans un Extra Life, en train de trembler de panique devant la caméra, ou plus récemment dans Mon Souvenir, où j'ai pu vous partager avec vous mon expérience calamiteuse avec le jeu Diddy Kong Racing. Mais il y a plus de chances que vous ayez vu mon pseudo, Ramanak, à la fin d'une critique de jeux vidéo. Dernièrement, j'ai par exemple écrit et spiqué celle de Captain Toad et de Super Smash Bros. Parce que oui, je suis un très grand fan de Super Smash Bros, mais aussi des jeux de baston en général. Il y a une série que j'aime tout particulièrement, cette série c'est Street Fighter, et je vous en parle juste après ce numéro d'À lire à voir. Bon, supposons, si jamais vous étiez avalé par une baleine géante et que vous ne pouviez emmener qu'une œuvre avec vous, qu'est-ce que vous choisiriez? Ah bah ouais, le choix est dur. Cela pourrait être de la BD franco-belge, du New Age japonais, du shoujo, de l'intimiste indé ou du seinen bien musclé. Pour aider à trancher parmi cette profusion de titres à lire, à voir, voici déjà une petite sélection de fin d'année. Presque 9 ans. 9 ans à suivre l'histoire du magasin général, de Marie, de Serge, planqué au fin fond du Québec, dans le petit village de Notre-Dame-des-Lacs. Il ne s'agit pas de l'histoire de quelques personnages, mais finalement de tout un village. Avec son curé qui décide de ne plus faire de messe pour se consacrer au projet de Noé, construire un bateau de ses propres mains, avec les dames gladues, désespérées de ne plus pouvoir prier, qui passent leurs jours à planter des clous, et la Marie qui se met en famille sans père. Bref, toutes ces petites histoires attendrissantes, touchantes et racontées simplement. Avec bien sûr la beauté du trait de Loisel et Tripp, deux dessinateurs qu'on ne présente plus. Le travail des deux auteurs se marie à la perfection et rend l'ensemble poétique et profond.
En début de chaque tome, sauf pour le dernier exceptionnellement, on peut également voir comment les deux hommes ont travaillé. Loisel réalisait les premières planches sous forme de storyboard et Tripp retouchait le visuel de manière complémentaire. À l'occasion de la sortie du dernier tome, Casterman a également réalisé des entretiens vidéo disponibles sur le site de l'éditeur. Bref, la vie de ce village des années 20, dansant au rythme du Charleston, va nous manquer. On espère réellement que ces deux-là renouvelleront l'expérience, car le magasin général est une vraie petite perle de la bande dessinée franco-belge. Après une bien longue attente, qui se date sans doute en années, IMHO sort enfin Mind Game, le manga complètement hors norme de Nishi Robin. Paru tout d'abord entre 95 et 96, le manga est inclassable. Tout aussi atypique que son auteur, qui a toujours préféré évoluer dans des cercles ultra indés. C'est avec l'adaptation complètement folle du titre au cinéma par le génial Yuasa Masaaki que son œuvre a su se faire remarquer dans le monde entier. Dans Mind Game, on suit Nishi, mangaka qui se cherche, qui prend sa vie en main après s'être fait trucider de manière peu glorieuse par une petite frappe. Complètement délirant, ce mélange psyché a de quoi dérouter ceux qui s'aventurent pour la première fois du côté des indés. Ceux qui cherchent à être surpris, dépaysés, seront ravis de ce pavé, enfin disponible en français. 6 mois après la fin de Dengeki Daisy, Kaze sort l'intégrale de Beastmaster dans un coffret réunissant les 2 tomes dessinés par Motomi Kyosuke. La série est sortie au Japon 1 an avant la parution de sa célèbre série, qui fut aussi la parution la plus longue de l'auteur. Beastmaster, quant à lui, raconte l'histoire de Léo, un garçon ayant vécu une bonne partie de sa vie dans la jungle sans aucun contact avec les autres. Fraîchement arrivé en ville, celui-ci a logiquement beaucoup de mal à s'intégrer. Il se transforme en bête sauvage dès qu'on vient lui chercher des noises. Yuiko est la seule qui parvient à calmer la bête qui est en lui. C'est aussi une des rares personnes à ne pas être effrayée par la part de ténèbres du jeune homme. On retrouve avec plaisir le même humour cinglant que dans Dengeki Daisy et l'attachement de l'auteur pour les lycéennes au caractère bien trempé. Le personnage de Léo est assez naïf, mais également très attachant. Si l'histoire n'est pas particulièrement originale, l'ensemble reste mignon, drôle et efficace. On espère que les différentes histoires courtes de l'auteur, parues dans le magazine Betsukomi depuis 2002, seront aussi un jour publiées chez nous. Et en ce qui concerne son nouveau manga, QQ Sweeper, celui-ci n'a pas encore fait l'objet d'une annonce en France. Après Solanine, et durant l'apparition de Bonne Nuit Poun Poun, entre 2009 et 2013, Asano Inyo continuait son exploration sensible de la vie sentimentale adolescente avec La fille de la plage. Il raconte de manière très crue, mais sans jamais se vautrer dans une pornographie de bas étage, la relation de Koume et Kosuke. Les deux se rapprochent tout d'abord dans une relation purement sexuelle, mais les sentiments ne tarderont pas à évoluer et à se compliquer. L'auteur met en scène le malaise de la jeunesse, pas forcément que japonaise d'ailleurs, et la difficulté de gérer ses sentiments. Attention à ne pas se faire abuser par le graphisme mignon de l'auteur, le titre est à réserver à un public averti. 70 ans avant le début de l'attaque des titans, l'humanité s'est déjà réfugiée derrière ces 3 murs gigantesques qui l'abritent des titans. Celle-ci n'a pourtant pas encore développé les armes lui permettant de tenir tête aux créatures voraces et destructrices tant redoutées. Dans Before the Fall, on suit Kiklo, un enfant titan qui a vécu les 15 premières années de sa vie enfermé dans un cachot. Enfin libre, il part à la recherche de ses origines. Le lecteur peut être facilement trompé par le nom de cette préquelle. On n'assistera pas a priori dans cette série à la construction des 3 murs, mais plutôt à la naissance du dispositif de manœuvre tridimensionnel. Une fois cette petite déception passée, on est tout de même curieux de voir où est-ce que l'auteur veut emmener son public. Alors je pense que tout le monde a déjà eu l'occasion de jouer à Street Fighter, ou en a entendu parler déjà d'une manière ou d'une autre. Moi personnellement j'ai connu Street Fighter comme beaucoup de gens, avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo, et j'ai redécouvert, mais bien plus tard, la série sur Street Fighter 4 en 2009. Et donc je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte à l'époque quand Street Fighter 4 est sorti, mais c'était une vraie révolution, pas que dans Street Fighter, pas que dans les jeux de combat, mais dans l'e-sport en général. En fait, quand j'ai commencé à jouer sur internet, c'était vraiment l'anarchie, genre tout le monde faisait des coups un peu n'importe comment, il n'y avait pas de recherche de combos élaborés, c'était vraiment le fun, et ça marchait très très bien. Et le jeu a tellement eu du succès en fait que la communauté a commencé à grandir, une communauté a commencé à grandir autour du jeu et à se retrouver sur des forums, sur des sites internet et aussi sur des podcasts, par exemple ceux de Ken Bogard, où Ken Bogard par exemple expliquait les mécaniques du jeu. Et on s'est rendu compte, enfin moi personnellement je me suis rendu compte à quel point ce jeu était super riche et qu'il y avait des subtilités qui étaient vraiment énormes, des possibilités qui étaient infinies. Et c'est là que ça a commencé à devenir vraiment passionnant. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Et Kit? Rien.
2 séries de 50 tous les matins. Toi aussi tu vas à la salle de sport pour faire Non genre mais un peu Bertrand, d'exercice. s'il te plaît, la salle de sport. Non mais attends, je suis pas un animal quoi. Non, j'ai tout à la maison, merci. Hein. Un salaire à 5 chiffres, vous vous souvenez? Non, on avait oublié, ça fait au moins 2 jours que tu ne l'avais pas rappelé. Moi, je m'en souviens, Romain. Mes 6 chiffres ont une excellente mémoire. Et d'ailleurs, ils sont en train de me rappeler en ce moment même qu'ils ont besoin d'une pure idée pour vivre. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous donnez à bouffer à nos 12 chiffres, s'il vous plaît, vous serez gentil. Merci. Pardon. Ouais, Hervé, attendez tout le monde. Hervé, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce que lundi, vous m'avez dit qu'il fallait que j'ai une idée pour vendredi. Et j'ai une idée. Merde, Hervé, mais t'es vraiment une victime, rentre pas dans leur jeu. Non, si, laisse, vas-y, Hervé, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Manhattan versus Wild. Alors, c'est une émission qui compare la ville à la c'est nature. vraiment de la merde ça, Hervé, putain. Mais tu crois vraiment qu'on a du temps à perdre avec tes conneries? Non, parce que vu que vous m'avez demandé lundi que j'ai Lundi, mais ta gueule, Hervé, un moment, et essaye même pas de m'embrouiller, hein, parce que je te jure que ça va me... Oh putain! Quoi 56 Castlevania! Oh Toc, toc, toc. Oh, qui c'est? Le 7e chiffre. Oh, entrez, c'est gentil d'être venu. 56 Castlevania, tout le monde. C'est sympa, ça, c'est le salon. Ah, dis donc, c'est Voilà, spacieux on passe ici. à la popoche. 56 Castlevania. Alors en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que toutes les techniques que je pensais imparables, enfin moi de mon œil de joueur basique, avaient une faille en fait, et qu'il y avait une riposte possible pour à peu près n'importe quel coup. Le problème c'est que dans Street Fighter, il y a à peu près une 40aine de personnages, et ça prend du temps, mais alors énormément de temps de connaître les match-ups, c'est-à-dire de savoir quoi faire dans telle situation, quoi faire avec tel personnage quand on est contre tel ennemi. Ça prend du temps, mais c'est passionnant et on a à chaque fois envie de continuer parce qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose, une nouvelle chose à chaque match. On en fait des milliers des matchs, on en fait vraiment des milliers. Et au début, on se fait sécher, comme dirait l'ami Médoc, mais à force de jouer, en fait, on commence à déceler des tics récurrents chez les joueurs, à connaître leur niveau rien en quelques secondes. Et finalement, on arrive à prédire leur mouvement. Et je sais pas si dans le jeu vidéo, il existe un sentiment plus gratifiant que d'avoir justement prédit ce que l'adversaire veut faire, enfin, ce que l'adversaire voulait placer comme technique. C'est pour ça que moi j'ai tendance à penser, en fait je dis tout ça, j'ai tendance à penser que Street Fighter c'est un peu plus qu'un jeu de combat. Je vois ça plus comme un art de vivre en fait, presque un art martial. Bon, un art martial qui ne sert pas à grand chose en cas d'agression, mais là n'est pas la question. C'est dans les locaux de No Life que nous avons eu le plaisir de rencontrer Tom Joubert, scénariste sur le tout récent The Talos Principle, mais également sur Faster Than Light, The Swapper, Driver San Francisco, ainsi que la série Penumbra. L'occasion pour nous de revenir sur la dimension narrative de notre média, souvent mise à mal, Tom n'ayant visiblement pas la langue dans sa poche. Mais commençons d'abord par nous intéresser au challenge représenté par FTL, la simulation spatiale roguelike, Faster Than Light, où l'histoire n'a finalement qu'une place limitée. Personally, I really enjoy doing a job like FTL, and I find it kind of easier because so much of my job usually as a narrative designer is that high-level plotting and character development stuff. And that's obviously the core of the story, right? That's the core of what you're doing. But it's also the hardest part, just generating that sort of inventive content. And sometimes it's really nice just to sit down and have a simple task in front of you, which is write 100 events. And you just write, and it's just for the pleasure of the language and the jokes and what have you. That's quite enjoyable. At the same time, I would say that FTL was a real challenge insofar as you've got no space to do anything with, because every event has to be so short, because the focus of the game has to stay rightly on the combat. And so you have to get across the character and the excitement and the detail in this sort of relatively bland style in this relatively short space and hope that it all adds up. But what I would say is I think the guys did a great job of designing that game so that the stories would kind of make sense whatever happened. So L'actu de Tom et la raison de sa présence en France au moment de cette interview est bien entendu liée au jeu The Talos Principle, développé par Croteam, qui est présenté par ses auteurs comme un jeu d'énigmes philosophiques à la première personne.
The Talos Principle is philosophical in a bunch of ways. Primarily, it's inspired by the great philosophical thinkers and the journeys that they've taken from, being very young and naive, and as we all do, we all start out believing everything our parents tell us, and then we grow a little bit older and a little bit more cynical, and we start to question everything, and then maybe once we question everything, we start to rebuild our sense of what's really valuable in life. And the game is really about trying to take you back to square one. So we can't make you a child again, but we can put you in this sort of robot body and drop you into this synthetic world that you have no idea about, and ask you questions like, why are you here? What are you? Does it matter to you if your mind is made of silicon chips or neurons? And those sorts of questions emulate the questions that we have to ask ourselves as human beings, and don't always. So that's the broader picture, and then the narrower, more objective answer is we have a bunch of dialogue trees where instead of you asking a character questions, as you do in classic RPGs, the other character asks you the questions. And you have this extended dialogue throughout the game with the same character, which means that the character can remember your previous answers and respond to them and criticize you particularly. But yeah, the game is supposed to challenge your philosophical ideas, and even if you think you have no philosophical ideas, you do, because everyone makes philosophical assumptions to get through life on what's right and what's wrong and what matters. The game's just gonna prod you a little bit and try and get you to think a bit harder about that. Scénarisé à deux par Tom Joubert, mais aussi par Jonas Kiratz, The Talos Principle a également été chercher ses inspirations du côté de la SF, avec un auteur comme Philippe Cadic par exemple. Mais laissons un peu de côté l'actu de Tom pour lui poser des questions plus générales, comme les raisons pour lesquelles les gros jeux, les blockbusters, les AAA peinent à proposer des histoires consistantes et intéressantes. There is always in AAA this challenge, which is you're not really producing the game that anyone on the team wants to make, you're producing the game that you have to make back the money you spent making the game. And that's why things end up getting cut and end up being imperfect. And if the question is how do we make all AAA games narratively as high quality as, the Naughty Dog stuff, the answer is pretty straightforward. It's you adopt the approach to games design and narrative that they adopt at Naughty Dog, which is to put it first. The whole thing is very simple. The problem is that when you put narrative first, you're putting all your eggs in that basket, so to speak. If you do a heavy narrative-driven game and the narrative sucks, you've kind of got nothing left to fall back on. Assassin's Creed always, I shouldn't use specific references of badly written AAA games. Screw it, I think that Assassin's Creed probably is not the greatest written story in the world because, what's incredible is that it's such a successful game despite having such a mediocre story, right? And why? Because they put all of their money and attention into the visuals and, all of the fancy pants stuff. And it's, speaking with my business hat on, it's probably a bloody good idea because not everyone can be Naughty Dog, and when you've got this big audience that's prepared to just consume graphical updates, why would you take a risk on something like story? Tom ayant travaillé sur de nombreux AAA tués dans l'œuf et côtoyant de nombreux autres scénaristes collaborant pour de gros éditeurs, n'est pas avare en anecdotes souvent savoureuses. On lui laisse donc le mot de la fin tout en le remerciant pour son honnêteté, son recul, sa bonne humeur et son dédain pour la langue de bois. It's not so much about them trying to hide the story behind mechanics. It's not that anyone ever sits you down and says, actually, Tom, we've decided the story isn't as important as we thought it was. It's more the specifics of people trying to control the story in ways that hit the marketing brief. So, I never again want to work on a job, write a story, and then have to have an argument with a marketing department over whether or not I'm allowed to have a disabled main character, because the marketing department is worried that a disabled person, the audience won't relate to them, right? And it's like, and at the same time having to argue with them, well, I want a 60-year-old character, and they're like, well, Solid Snake looks like he's about 50, so you can go to 50, but not 60, and so you ask, how do you deal with that? For a long time, I tried to fight the battles that need to be fought and give up on the ones that don't, and I still do that to some degree, but the bigger lesson is just don't work with the wrong teams. Nothing changes a project more than whether or not some senior guy on the team is on your side or not.
You always know when you walk in that room whether they kind of want you there or not. And as a freelance writer especially, because you're coming in from outside, you need someone inside who is fighting your corner, because otherwise everyone's just going to screw you over. Not intentionally, but because story is difficult and sometimes expensive, and a lot of people aren't trained to think about games in terms of story. It's just battles they don't want anymore. You know, I can make fantastic cheap games like the Swapper and FTL and sell lots of copies and do exactly what I want to do. Why the hell would I want all of that extra money? It's a wonderful RPS interview with some of the guys from the BioShock team about how Ken Levine started out trying to make his System Shock 3, and then as the publisher slowly pumped more and more money into the project, he gradually got more and more obligations to make back that money for the publisher, so you end up with not System Shock 3, you end up with a shooting game, right? And that's why indie. Et donc je suis arrivé à No Life en 2011 sans savoir que Street était très apprécié au sein de l'équipe. Mais ça, je l'ai tout de suite compris en fait. Même en arrivant dans les locaux, c'est une des premières questions que Seb m'a posée à l'entretien d'embauche. Il m'a demandé de sa voix grave: alors Emric, tu joues à quoi en général? Et je lui ai répondu: moi j'ai plus de 600 heures sur Street. Il m'a fait: ah, intéressant, tu prends quel perso? Et je lui ai dit: je prends Makoto, mais en jaune. Et quand j'ai vu sa réaction, j'ai tout de suite compris qu'on allait très bien s'entendre. Et en fait, grâce à No Life, moi j'ai un parcours un peu particulier avec Street Fighter. Moi j'ai commencé, comme j'ai dit, avec le 2 sur Super Nintendo, le 4 ensuite sur Street Fighter 4, mais le 3 je connaissais pas en fait. J'avais un peu loupé cet épisode et je l'ai découvert, j'ai complètement découvert à No Life avec la bande d'arcade, donc Street Fighter 3, où j'ai pu sécher tout le monde comme Médoc pourrait en témoigner. Alors, mon souvenir, paradoxalement, c'était pas un bon souvenir sur le coup. Alors, c'était sur Nintendo 64, sur le jeu Diddy Kong Racing, qui est un jeu de course qui était très bon avec un très bon solo. Et dans ce jeu, en fait, on affronte le boss final, donc Whispig, qui est un espèce de grand sorcier. Et on l'affronte à 2 reprises dans le jeu. La première fois qu'on l'affronte, c'est une course qui est super, super dure, où il faut absolument faire une course totalement simplement parfaite. Et donc j'avais 8-9 ans quand j'ai fait cette course, et je l'ai faite des centaines et des centaines de fois, tellement j'avais envie de battre ce boss. J'avais des larmes de haine, de rage qui coulaient le long de mon visage. J'exagère un petit peu, mais vraiment j'étais à fond dedans, et j'ai recommencé plein de fois, et quand j'ai réussi finalement à battre ce boss, c'était une joie immense, genre une immense fierté. Je crois ma plus grande fierté de joueur, je l'ai eu en battant donc Whispig pour la première fois sur Diddy Kong Racing. Voilà, c'était le dernier 100% de l'année. Et oui, déjà, l'année est passée très vite, mais on vous a préparé pas mal de petits programmes pour les vacances. Il y aura évidemment le jeu top annuel, j'espère que vous avez voté, mais aussi un programme inédit auquel j'ai participé et dans lequel je suis resté totalement calme. Vous verrez très vite de quoi je veux parler. Ça s'appelle The Game L'Expérience, et c'est une télé-réalité, mais à la sauce No Life. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, et vous donne rendez-vous le 5 janvier prochain pour un nouveau 101%.